Bienvenue dans la leçon sur les types de données, les signatures et le polymorphisme. Voici le programme d'aujourd'hui, une brève introduction aux types. Puis nous explorerons les signatures de fonctions, leur signification et leur utilisation. Puis nous examinerons les variables dans Haskell et les fonctions infixes et préfixes. Nous explorerons ensuite les types de données courants, leurs principales caractéristiques et leur utilisation. Et enfin, nous examinerons les valeurs polymorphes et les variables de type. Introduction pragmatique aux types, comme vous vous en souvenez. Une façon de considérer les types est de les considérer comme des étiquettes que chaque expression de données possède et qui limite son utilisation. Pour afficher et attribuer cette étiquette, nous utilisons L'. Opérateur de colonne double. Nous utilisons 2 points pour afficher et attribuer le type d'une expression. Par exemple, dans ce cas, mon expression est la valeur. Les 2 points indiquent que mon expression est de type mon type. Ce n'est ni un type réel, ni une expression réelle. Mais vous pouvez voir comment l'exprimer. Nous verrons quelques exemples. Mais avant cela, nous jetterons un coup d'œil rapide aux opérateurs fréquemment utilisés. Types afin que nous puissions réellement les utiliser dans les exemples. Il existe de nombreux types qui sont fournis avec Haskell et vous pouvez également créer vos propres types. Mais voici les types les plus couramment utilisés. Nous avons int et integer pour les nombres entiers, ce sont les nombres de comptage 1, 2, 3, 4, à la fois positifs et négatifs. Nous avons float et double pour tracer des nombres réels ponctuels, ce qui signifie 3,75. Par exemple, le type booléen appelé bool qui n'a que 2 valeurs. True et false, le type char ou car pour représenter des caractères, un seul caractère. Et le type string pour représenter une chaîne de caractères, ce sont 2 types différents. Donc ce sont des types courants. Comment pouvez-vous connaître le type d'une certaine expression? Eh bien, vous pouvez utiliser le type de colonne. Lettres. Dans ce cas, nous utilisons le type 2 points et nous passons la valeur true. Si nous exécutons la cellule, elle retournera que la valeur true est de type booléen. Nous pouvons le changer par exemple en. Et si nous l'exécutons à nouveau, nous obtiendrons que la lettre A est de type char. Nous pouvons utiliser juste T et enfin nous pouvons utiliser une expression plus complexe. N'a pas besoin d'être une valeur unique, nous pouvons utiliser par exemple 2 plus grand que 3. Et GHCI vérifiera le type de l'expression entière. Dans ce cas 2 plus grand que 3 renvoie une valeur vraie ou fausse. Dans ce cas faux, donc le type de l'expression entière est le volume. Sachant que nous pouvons montrer le type d'une expression et que chaque expression a un type. Voyons comment Haskell intègre ces idées dans les fonctions. Voyons comment nous pouvons utiliser les signatures de fonctions. Alors imaginez que nous devons créer une fonction qui prend une valeur et la met au carré comme ceci. Nous avons la fonction carré qui prend une valeur AV et la multiplie par elle-même. Donc dans ce cas, comment pouvons-nous exprimer le type? Nous pouvons créer une signature. Pour créer une signature, nous avons juste besoin d'écrire le nom de la fonction carré dans ce cas, puis ajouter la double colonne. Pour dire que la fonction carré est de type et ensuite que devons-nous écrire? Ici nous écrivons d'abord le type du paramètre de la fonction. En tenant compte du fait que nous mettons la valeur au carré. Cela signifie que nous ne pouvons pas utiliser de caractère. Par exemple, nous devons choisir le type numérique, dans ce cas je choisirai int. Puis la fonction prend ce type et produit un autre int. C'est ainsi que nous lirons la signature de la fonction. Il y a et un nom de fonction carré qui est de type qui prend un entier comme paramètre et produit un entier comme résultat.
Donc la première ligne contient la signature. La signature est un message au monde entier que cette fonction existe et voici les types qui fonctionnent avec cette fonction et la deuxième ligne nous définissons exactement ce que fait cette fonction. Si nous avons besoin de plus d'arguments, nous les ajoutons simplement avec une autre flèche aux signatures. Par exemple, si nous avons besoin d'une fonction pour multiplier des nombres, nous devons passer les deux nombres comme paramètres. Nous avons donc deux arguments et dans ce cas la fonction produit prend le premier et le deuxième paramètre et renvoie le produit des deux et nous définissons la signature comme le nom de la fonction. Et type 2 et maintenant cela semble un peu bizarre parce que nous disons OK si. Nous lisons comme avant, nous prenons int qui produit in qui produit in etc. 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 Cela aura plus de sens une fois que nous aurons appris les fonctions correctes. Mais pour l'instant la meilleure façon d'y penser est que le dernier type est toujours le résultat de la fonction. Le dernier est la sortie de la fonction et tous les précédents sont les paramètres. Donc dans ce cas, si nous n'avons pas la définition réelle de la fonction, nous avons juste la signature. Nous savons que la fonction produit renvoie un entier et qu'elle prend deux ins comme paramètres. Bien sûr, nous pouvons exécuter cette fonction broad 6 x 5 et cela fonctionne parfaitement. Jouons un peu avec les fonctions car nous apprenons à écrire la signature d'une fonction qui prend un seul paramètre. Nous apprenons également à écrire la signature d'une fonction qui prend deux paramètres ou plus. Nous continuons simplement à ajouter une flèche et le paramètre flèche dans le paramètre. Et le dernier est le type réel de la sortie de la fonction. Mais que se passe-t-il si une fonction n'a pas de paramètre? Par exemple, regardez cette fonction. Le nom de la fonction est égal à Bob, c'est ainsi que nous représentons la chaîne de caractères. Le nom de la fonction n'a aucun paramètre et si nous n'avons pas de paramètre, nous avons une fonction qui renvoie toujours la même valeur exacte que la chaîne de valeurs ci-dessus, quoi qu'il arrive. Alors comment pouvons-nous représenter cela? Eh bien, c'est super facile, nous écrivons simplement que le nom de la fonction est de type. Et comme il n'a pas de paramètre, nous ajoutons simplement le type que l'expression renvoie. Le type de chaîne, c'est la signature du nom. Maintenant cela ressemble étrangement à ce que dans d'autres langages de programmation on appelle une variable. Mais dans Haskell, le type de fonction qui ne prend pas de paramètres est généralement appelé une définition pour un nom. Vous pouvez également l'appeler une variable, mais variable ne signifie pas toujours la même chose. Car nous ne pouvons pas changer la valeur de la définition. Car l'expression sur le côté droit de L', égalité évalue toujours le même résultat. Le nom et Bob sont essentiellement la même chose. Et nous pouvons les utiliser de manière interchangeable. Quand on parle de programmation en général, une variable est comme une boîte qui contient une valeur. Et le nom de la variable est écrit sur le côté de la boîte. Et vous pouvez mettre des valeurs à l'intérieur de la boîte et dans la plupart des langages de programmation. Vous pouvez plus tard changer d'avis et remplacer la valeur à l'intérieur de la boîte comme ceci. Ce n'est pas une tâche valide, mais c'est l'idée générale. Vous avez la boîte X qui contient un 3. Vous pouvez faire quelques calculs et vous changez d'avis et dites OK. Maintenant X égale 5, vous faites le même calcul, vous obtenez un résultat différent. Mais en Haskell cela ne fonctionne pas de cette façon, une fois que vous dites à Haskell que X signifie 3. Cela signifiera 3 pour toujours, en termes techniques, les variables Haskell sont immuables. C'est parce que le concept Haskell d'une variable est différent. Haskell voit les variables au sens mathématique. Dans le sens où lorsque nous disons x égale 3, CD est égal à Paris, lettre égale à. C'est vrai égal à vrai, lorsque nous disons l'une de ces expressions. Nous affirmons que le terme à gauche du
Signe égal est interchangeable avec le terme à droite du signe et cela s'applique également aux paramètres d'une fonction. Dans ce cas, le volume d'une fonction de cylindre a deux paramètres, R et H. Le rayon et la hauteur. Une fois que nous passons la valeur des paramètres, nous ne pouvons pas les modifier à l'intérieur du corps des fonctions. Nous pouvons utiliser la fonction à nouveau et passer des paramètres différents. Ce n'est pas grave, mais nous ne pouvons pas les modifier une fois que nous les avons passés. C'est un concept important dans Asile, les variables sont immuables. Peu importe si elles ne sont que des expressions, comme des fonctions sans paramètres, ou si elles le sont. Les paramètres réels d'une fonction. D'accord, avant de plonger dans les types, parlons de la notation infixe et préfixe. Vous pouvez appliquer des fonctions dans deux notations différentes, la notation infixée et la notation préfixe. Dans la notation préfixe, vous utilisez le nom de la fonction avant son argument. Par exemple, la fonction large, nous écrivons d'abord le nom de la fonction puis son argument. Donc large est utilisé sous forme de préfixe car le nom vient avant ses arguments. Nous avons aussi la notation infixée. Dans la notation infixée, le nom de la fonction est entre ses arguments. Par exemple, l'opérateur plus. Plus est en fait une fonction et elle est écrite sous forme infixée, c'est-à-dire le nom. Le symbole plus est entre son argument. Le premier argument et le deuxième argument. Les fonctions destinées à la forme infixée sont appelées opérateurs. Comment savoir si une fonction est infixe ou préfixée ? Eh bien, les fonctions définies avec seulement des symboles seront automatiquement définies comme fonctions infixées. Sinon, il y aura une fonction préfixée. Mais vous pouvez toujours utiliser la fonction infixée comme fonction préfixée et vice-versa. Pour cela, nous utilisons symbole spécifique. Nous utilisons des parenthèses autour du nom de la fonction infixe pour l'utiliser comme fonction préfixe. Donc par exemple, la fonction plus sera écrite comme ceci. Le nom de la fonction est entre parenthèses, donc maintenant nous pouvons l'utiliser comme préfixe. Et nous utilisons des backticks autour du nom d'une fonction préfixe pour l'utiliser comme fonction infixe. Par exemple, la fonction prod, nous pouvons ajouter des backticks. Donc maintenant elle est entre son premier et son deuxième argument. Également pour vérifier le type de fonction infixe. Nous devons l'entourer de parenthèses. Je suis sûr que vous remarquez que cette signature de type est différente des précédentes. C'est parce qu'elle utilise des types polymorphes et des classes de type. Nous apprendrons les types polymorphes aujourd'hui et les classes de type dans les prochaines leçons. Mais pour l'instant, ne vous en souciez pas trop. Maintenant, nous sommes prêts à commencer à apprendre les types de données courants. Les entiers sont des nombres naturels, 0, 1, 2, 3, 4, qui peuvent être à la fois positifs ou négatifs. Dans Haskell, nous avons deux façons de représenter ces nombres. Le type entier, qui est un type présent arbitraire, peut contenir n'importe quel nombre, quelle que soit sa taille, jusqu'à la mémoire de votre machine. Nous avons également le type int, dont la plage est comprise entre plus ou moins 2 puissance 63 pour un processeur 64 bits. Voyons ces différences à l'aide d'un exemple. Nous avons ici une expression 2 puissance 62, et nous disons que cette expression est de type int avec la double colonne. Cette expression est donc limitée aux limites de int. Ici, nous n'avons aucun problème, car la valeur résultant de l'évaluation de cette expression est plus petite. Cependant, si nous la dépassons, cela ne fonctionnera pas. Il est alors judicieux de passer au type entier, qui n'a pratiquement aucune limite. Pourquoi commencer par le type entier ? Parce que int est plus performant. Ce qui signifie qu'il effectue les calculs plus rapidement que les entiers. Mais qu'en est-il des nombres réels, c'est-à-dire des nombres décimaux ? C'est pourquoi nous avons les types float et double. Float est un nombre réel à virgule flottante simple précision.
32 bits, tandis que double est un nombre réel à virgule flottante double précision. Voyons ce qui se passe si nous voulons afficher les 20 premiers chiffres d'un tube avec les deux types. On constate que double est bien plus précis que float. Théoriquement, les raisons pour lesquelles il faut utiliser l'un ou l'autre sont assez similaires aux classes int et integer. Double a une précision 2 fois supérieure, mais consomme plus de mémoire car il utilise 2 fois plus de bits pour représenter les nombres. Cependant, une recommandation basée sur une utilisation réelle. Même si les valeurs exactes ne vous intéressent pas particulièrement, utilisez double. Les ordinateurs miniatures présentent rarement un désavantage en termes de vitesse et avec double, vous risquez beaucoup moins de vous retrouver coincé avec des erreurs d'arrondi. De plus, si vous travaillez dans un environnement où l'exactitude des montants est essentielle, par exemple en finance ou en comptabilité, il est judicieux d'utiliser des types de données rationnelles ou décimaux, que nous aborderons dans les leçons futures, car ils évitent complètement les erreurs d'arrondi. Le type booléen. Le type booléen ne contient que deux valeurs, true et false. Les nombres, les caractères et les chaînes peuvent être comparés en utilisant les opérateurs de comparaison habituels pour produire une valeur booléenne comme celle-ci. Il existe également les opérations AND et OR qui nous permettent de combiner des valeurs. L'opérateur AND renvoie true si les deux booléens à sa gauche et à sa droite sont vrais. Nous pouvons voir que la fonction AND prend deux booléens en entrée et renvoie un booléen. Nous pouvons également voir que la fonction OR prend également deux booléens et renvoie un booléen. Mais dans ce cas, l'opérateur OR renvoie true. L'un ou l'autre est vrai. Char est le type que nous utilisons pour représenter les caractères Unicode. La norme Unicode est un ensemble de règles qui imposent une manière de gérer et d'exprimer du texte. C'est nécessaire car un ordinateur pense en nombres et nous devons décider collectivement quel nombre représente quel caractère. Mais pour notre objectif, nous voulons juste savoir que nous pouvons utiliser presque n'importe quel symbole que nous connaissons. En utilisant des caractères Unicode, nous pouvons utiliser des lettres, des chiffres, des milliers de symboles différents, etc. Et nous écrivons des valeurs de type char entre guillemets simples comme ceci. Notez que si vous écrivez un nombre entouré de guillemets simples comme dans la dernière expression, Haskell ne le traitera pas comme un nombre, il le traitera comme n'importe quel autre caractère. Vous ne pouvez donc pas faire de mathématiques avec 7 entre guillemets simples. Une autre chose importante à noter est que vous ne pouvez écrire qu'un seul caractère à la fois. Quelque chose comme un guillemet simple, le guillemet simple O n'est pas un char valide. Alors comment pouvez-vous écrire des phrases complètes? Je vais vous le dire, mais avant cela, nous devons en apprendre davantage sur les listes. Parlons maintenant des listes dans Zaza. Les listes sont des structures de données homogènes. C'est juste une façon élégante de dire qu'elles sont des listes qui stockent des éléments du même type. Nous pouvons donc avoir une liste d'int ou une liste de chars. Mais nous ne pouvons pas avoir une liste mixte d'int et de chars ensemble. Les listes sont indiquées par des crochets et les valeurs de la liste sont séparées par des virgules. Le type d'une liste est exprimé comme le type de L', élément qu'elle contient entouré de crochets. Donc dans cet exemple, nous pouvons vérifier les types et nous obtiendrons que le type d'une liste de caractères est de type liste de chars et le type d'une liste de booléens est hors type liste de booléens. Maintenant nous pouvons parler de chaînes. Les chaînes représentent une liste de caractères. Vous pouvez utiliser le type chaîne pour écrire des messages de valeur numérique, etc. Et contrairement au type char, les chaînes sont entourées de guillemets doubles comme ceci. Ce qui signifie que ces deux valeurs sont les mêmes. Les chaînes de bus sont une liste de caractères et signifie également que le type chaîne et la liste de chars sont du même type. Plus spécifiquement, le type chaîne est du sucre syntaxique pour la liste de type graphique.
Vous pouvez donc les utiliser entre. Ce que vous ne pouvez pas utiliser de manière interchangeable dans Zaza sont des guillemets simples et doubles. Les chaînes écrites entre guillemets doubles sont des listes de graphiques écrites entre guillemets simples. Donc ces deux ne sont pas les mêmes, chaque collé sait que les listes sont extrêmement utiles. Mais que faire si vous voulez rassembler des valeurs de différents types? C'est là que les télés deviennent utiles. Les tuples sont des structures pour stocker des éléments hétérogènes comme une seule valeur. Nous représentons les tuples en commençant par une parenthèse ouvrante, en séparant tous les éléments par une virgule et en terminant par une parenthèse fermante. Cela ressemble beaucoup à des listes, mais il existe deux différences fondamentales. Les tuples peuvent stocker des éléments de différents types, alors que d'autres ne le peuvent pas, et les tuples ont une taille fixe. Vous pouvez augmenter ou diminuer la taille et le nombre d'éléments d'une liste. Mais vous ne pouvez pas augmenter ou réduire la taille d'un tuple. Une fois que vous avez indiqué que le tuple a un nombre défini d'éléments, il aura toujours le même nombre d'éléments. Ces différences fondamentales se reflètent dans le type des tuples. Le type d'une liste dépend uniquement du type de ses valeurs, tandis que le type d'un tuple dépend du type, de l'ordre et de la quantité de ses éléments. Par exemple, comme vous pouvez le voir, toutes ces tables et expressions ont des types différents. Le tuple contenant le premier caractère de compte et le deuxième abulien est de type tuple. De char et boule. Si nous avons les mêmes éléments mais échangeons les places, nous avons un tuple de type boule. Char, donc ce sont des types différents également si vous avez plus de valeurs même si elles sont du même type, nous étendons le type. Pour prendre en compte le nouvel élément. Et si vous essayez de créer un tuple à élément unique, GHCI renverra simplement l'élément. C'est-à-dire juste le volume, c'est parce qu'il n'y a pas de tuple à élément unique. Avoir un seul élément Apple ne fournira aucune valeur supplémentaire. Donc Haskell ignore simplement la table et évalue uniquement l'élément. L'avantage des types est qu'ils nous protègent de nous-mêmes. Si nous disons qu'une fonction prend une entrée de type, liste de caractères Haskell vérifiera que nous répondons à cette exigence chaque fois que nous utilisons cette fonction. Donc si nous passons un double à la fonction, le compilateur nous permettra encore de corriger cette erreur, mais maintenant nous avons un problème. Imaginez que nous voulons créer la fonction prod. Cette fonction prend deux entiers et les multiplie et produit un nouvel entier. Cela fonctionne parfaitement pour les valeurs de typage. Mais que se passe-t-il si nous en avons besoin pour les valeurs de type double? Nous savons que cela fonctionnera, car il y a toujours des nombres et la formule fournira la bonne réponse. Nous pourrions créer une fonction qui effectue la même fonction, mais spécifie un type différent. Par exemple, une fonction large pour les doubles est la même, mais avec une signature différente. Techniquement, cela fonctionne, mais qu'en est-il des fonctions float et integer? Si nous devons créer des fonctions dupliquées pour chaque cas, cela devient rapidement intenable. Heureusement, nous disposons de types polymorphes. Polymorphe signifie quelque chose qui a plusieurs formes, et une valeur polymorphe est une valeur qui peut avoir plusieurs types. Par exemple, la valeur 4 peut être un entier, un float, etc. Imaginons que nous souhaitions créer une fonction qui prend un double avec deux valeurs, également appelée paire, et qui renvoie la première valeur. Ainsi, nous créons la première fonction, qui prend un tuple de valeur x et y renvoie x. La première valeur. Quel type doit avoir cette fonction? Je ne me soucie pas particulièrement du type des éléments, car je ne les utilise pas. Je ne fais pas d'arithmétique, je ne fais pas de texte, je ne fais rien. Je récupère juste le premier élément et c'est tout. Dans ces cas, nous avons spécifié la signature avec des variables de type. Cette signature indique que la première fonction prend une paire de type A et B et renvoie une valeur de type A.
A et B sont des variables de type, ce qui signifie qu'elles peuvent être de n'importe quel type, et quel que soit le type. La valeur renvoyée par first doit être du même type que le premier élément de la paire. Comme elles sont toutes deux de type A, en utilisant des variables de type, nous pouvons utiliser la première fonction avec des paires de n'importe quel type appelée valeur polymorphe. Notez que A et B peuvent être de n'importe quel type et de types différents l'un de l'autre. Mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez utiliser first un tuple avec des valeurs du même type et cela fonctionnera toujours ainsi. Par exemple, une chose importante à noter est que des types spécifiques comme char, bool et int commencent par des lettres majuscules. Mais les types polymorphes commencent par des lettres minuscules. Nous pouvons utiliser des noms plus longs pour le type polymorphe, mais l'habituel est d'utiliser des lettres simples comme A, B et C. Cette première fonction que nous venons de créer est en fait livrée avec Haskell. Mais avec un nom différent, elle s'appelle FST qui signifie premier. Et elle est livrée avec son homologue S et D pour second. Si nous exécutons cela, nous obtenons le type de premier et second. Nous ne nous soucions pas de cela pour l'instant. Donc le type de première est double de type A et B qui renvoie à. Le type de second est tuple de A et B et renvoie une valeur de type B. Un autre exemple de fonction polymorphe est la fonction tête et queue. Vous pouvez utiliser la fonction head pour obtenir le premier élément de la liste et la fonction tail pour obtenir tous les éléments de la liste sauf le premier. Donc si nous créons une liste de nombres et que nous vérifions le type de la fonction head, nous obtenons le type de head est une liste de A et renvoie une valeur de type A. Donc si nous appliquons head à liste, nous obtenons la première valeur si nous vérifions le type de la fonction détail. C'est une liste de A et renvoie une liste de A dense. K, elle renvoie toute la liste sauf la première valeur. Maintenant que nous sommes familiers avec tous ces types, amusons-nous avec les listes. Nous nous amuserons avec les tuples après avoir appris la correspondance des partenaires car ce sera plus amusant de cette façon. Donc dans la liste, chaque élément a un index déterminé par sa position dans la liste. En commençant à 0 comme toujours, nous utilisons l'opérateur double point d'exclamation pour accéder à un élément spécifique dans une liste en utilisant son index. Ici nous avons la signature de type de la fonction, elle prend une liste de type A. Un entier et elle renvoie un élément de type A. Nous pouvons voir que parce qu'il est composé uniquement de symboles, il est par défaut utilisé comme fonction infixe. C'est le premier paramètre, c'est le deuxième paramètre. Dans cette deuxième expression, c'est le premier paramètre. C'est le deuxième paramètre, les doubles n'ont pas d'indice. Nous ne pouvons donc pas extraire facilement des éléments du tableau comme celui-ci. Mais nous pouvons utiliser les premières et deuxièmes fonctions, les première et deuxième fonctions ne fonctionnent que sur des paires. Des tuples de deux éléments, mais pour des éléments plus longs, nous pouvons utiliser la correspondance de motifs. Nous en apprendrons davantage à ce sujet dans la leçon sur la correspondance de motifs. Les listes peuvent être définies par plage. Ici nous définissons une liste qui va de 3 jusqu'à 22. Ces deux points indiquent à Haskell qu'il doit générer tous les nombres entre les deux. Nous pouvons également spécifier une étape entre les éléments de la plage. Le résultat de la première expression contiendra tous les éléments à partir de 3 avec un pas de 2. Car 5 + 3 est 2, et cela ne dépasse pas 22. Le résultat de la deuxième expression contiendra une lettre minuscule sur 2 de l'alphabet. Nous sautons le B et nous allons au C et nous continuons à générer des lettres en suivant ce modèle jusqu'à Z. Il est important de noter que vous ne pouvez spécifier qu'une seule taille de pas, également si l'incrément est négatif.
Les éléments seront listés par ordre décroissant. Vous pouvez également utiliser des plages pour créer des listes infinies en ne spécifiant simplement pas de limite supérieure. Dans ce cas, nous en spécifions une seule, la valeur initiale, et n'avons jamais spécifié la limite supérieure. Donc cette liste ira théoriquement jusqu'à l'infini. Nous pouvons également spécifier, par liste infinie avec des étapes. Si nous évaluons simplement la liste par elle-même, le programme s'exécutera indéfiniment ou jusqu'à ce qu'il plante. Donc les listes infinies sont généralement utilisées dans le cadre d'expressions. Nous avons aussi la fonction take. Take renvoie une liste contenant les premiers éléments d'une liste potentiellement infinie. Nous pouvons donc voir que la fonction take prend un entier dans une liste de type A et renvoie une liste de type A. Nous disons donc OK take 3 entiers de cette liste infinie et Haskell évaluera la liste. Jusqu'au 3e élément bus, ce sont les éléments dont il a vraiment besoin, donc cette liste est théoriquement infinie, mais en pratique nous avons juste besoin d'évaluer les 3 premiers nombres idem avec cette liste et idem avec cette liste. OK, maintenant voyons comment nous pouvons construire manuellement la liste. Nous utilisons l'opérateur connoté par une colonne pour préajouter des éléments à une liste. Ici nous pouvons voir que l'opérateur comprend un élément et une liste et renvoie la liste avec l'élément repan. Nous pouvons également utiliser l'opérateur de concaténation pour mettre 2 listes ensemble. Dans ce cas, nous ne joignons pas un seul élément avec une liste. Nous joignons 2 listes. C'est la première entrée, c'est la deuxième entrée, c'est le résultat. En guise d'avertissement, prenez en compte que l'utilisation répétée de l'opérateur de concaténation sur les longues listes force Haskell à parcourir toute la liste sur son côté gauche de l'opérateur. Par conséquent, mettre quelque chose à la fin d'une liste longue de 50 millions de siècles, cela va prendre un certain temps. Cependant, mettre quelque chose au début d'une liste en utilisant l'opérateur con est instantané. Bon, parmi les nombreuses fonctions utiles définies pour les listes, nous mentionnerons brièvement la fonction length qui prend une liste et renvoie sa longueur. La fonction null qui vérifie si une liste est vide. La fonction sum qui prend une liste de nombres uniquement et renvoie leur somme. Et la fonction dlm qui vérifie si un élément est dans une liste. C'est tout pour les listes pour l'instant. Mais nous continuerons à en apprendre davantage tout au long du cours. Juste une brève mention de la jonction et de la séparation de texte. Il y a des situations où ce que vous voulez faire avec votre liste est spécifiquement lié au texte. Haskell a heureusement des fonctions spécifiques pour cela. Par exemple, nous avons la fonction words qui divise une chaîne en une liste de mots délimitée par un espace de poids. Nous avons également la fonction unws qui effectue l'apostrophe, opération inverse des mots et qui joint les mots en les séparant par des espaces. Nous avons également la fonction lines qui divise l'argument en une liste de lignes séparées par le caractère de nouvelle ligne et la fonction unl qui crée une chaîne à partir d'un tableau de chaînes, en ajoutant les caractères de nouvelles lignes entre les chaînes d'origine. Voici quelques exemples de comment il semble que ce soit vraiment pratique pour transmettre du texte et d'autres applications basées sur du texte. Et c'est tout pour le moment. Assurez-vous de terminer vos devoirs et je vous verrai dans le prochain point.